Bonjour, merci à vous tous d'être ici, si nombreux. Cher Pierre, je suis bien sûr très heureux de t'accueillir ici, sur la scène de ce merveilleux théâtre. Très heureux à plusieurs titres. D'une part, nous fêtons la parution, demain en librairie, de notre bébé, on peut l'appeler comme ça, notre dialogue titré « J'aimerais tant me tromper » aux éditions de l'Aube, et que nous aurons le plaisir d'offrir, de vous offrir à l'issue de cette rencontre. Heureux aussi que ce public puisse écouter ta parole, recevoir ta pensée, accueillir ta foi, confronter sa conscience aux enseignements, aux exhortations, aux combats portés par ta propre conscience. L'heure est grave, nous le savons tous, et cette matinée de débat nous l'a rappelé. La planète vivante est engagée dans une course contre la montre et la clé est dans les intelligences et entre les mains des femmes, des hommes. À eux de juguler, de réparer ce qu'ils détruisent, de réensemencer la terre qu'ils assèchent. Des orientations, des décisions mises en œuvre dépend l'avenir désormais à très court terme de notre finitude, de notre épanouissement. Et la réponse, nous le savons, est au fond de nous-mêmes, avec pour cadre une multitude de contraintes, de désirs paradoxaux, d'aspirations contraires, au carrefour desquelles faire le bon choix, adopter le juste choix, constitue un formidable défi et bien souvent convoque d'inextricables écartèlements. Pendant cette heure, tu vas nous aider à y voir un peu plus clair, à abandonner notre cécité, notre surdité, notre couardise si confortable et à progresser peut-être dans notre humanité. Tu vas faire, je pense, particulièrement honneur au dessein de cette journée, bousculer nos consciences. Et pour cela, nous allons essayer quelque chose aujourd'hui pour illustrer nos sujets. Nous allons projeter sur l'écran quelques sujets d'actualité et je te propose qu'on démarre dès maintenant. Alors, le titre de notre livre est « J'aimerais tant me tromper ». Il fait bien sûr référence à l'état du monde tel que tu l'éprouves, l'état du monde vivant, l'état du monde humain, l'état du monde intérieur des femmes et des hommes qui font aujourd'hui le choix de mettre en péril notre humanité. Tu aimerais donc te tromper, tu aurais aimé te tromper. As-tu encore espoir de t'être trompé? Oui, il y a peut-être un préalable, c'est-à-dire que je ne parle pas simplement en tant que théoricien de quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de rappeler ma biographie. Je suis un Africain du Sud qui a été dans la double culture, dans le sens où j'ai été confié assez jeune à une famille de Français qui m'ont donc éduqué à la française, puisque on considérait chez nous, dans cette cité minière que les Français sont venus exploiter, on considérait que eux, ils avaient l'avenir en main. En tout cas, c'était ma conviction de mon propre père, et qui, orphelin de mère, insiste pour que je sois confié à une famille donc française pour m'être mis à jour de l'évolution. C'est-à-dire que nous sortir de ce sentiment d'être attardé par rapport à l'histoire. Et donc, j'ai très jeune expérimenté le fait des deux cultures. C'est difficile parce que ça crée un écartèlement, mais c'est riche parce que ça met tout de suite en route les contrastes. Quand d'un côté, on vous dit surtout ne touche pas au porc, ne bois pas du vin, et puis que de l'autre côté, je suis dans une famille, ma mère bourguignonne, capable de siffler son litre de vin sans aucun problème, et puis le saucisson, et puis tout ça. Alors, vous démarrez mal, parce qu'en fait, c'est comme ça que je suis cinglé, d'ailleurs, parce qu'en fait, l'un a sa vérité, l'autre a son autre vérité. Les uns sont chrétiens et les autres sont musulmans. Les musulmans critiquent les chrétiens critiquent les musulmans, etc., etc. Et donc, enfant, cette expérience-là nous met en face d'emblée des contradictions du monde. On ne peut évidemment pas les analyser à cet âge-là, mais la question se pose. Mais d'un côté, on dit une chose, de l'autre côté, dit le contraire. Qui a raison? Alors, ça m'a amené, dès que j'ai pu le faire en tant qu'adolescent et toujours dans ces questionnements, qui a raison? Donc, j'ai fréquenté énormément les philosophes, en me disant, les philosophes, ils ont tellement réfléchi qu'ils vont peut-être me donner la réponse juste. Et je vois
Et je vois que les philosophes ne s'entendent pas entre eux. Chaque philosophe a son, comme chaque religion a son dogme, ses préceptes, etc. Donc division partout. Et je m'arrête à Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Et ça, c'est important pour moi. C'est absolument. Et je crois que tout le monde peut honnêtement s'appliquer cette formule. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc tu ne sais pas si tu t'es trompé ou pas sur justement ce que va devenir notre humanité. Là, je suis en quelque sorte impliqué sans que j'ai demandé à être impliqué. Comme chacun de nous, on vient au monde, on vient dans une culture, etc. Donc, ce qui serait bien, c'est que nous puissions expérimenter le monde et après demander est-ce que je veux naître ou pas. Bon, comme c'est pas possible, donc on est obligé d'accepter le monde tel qu'il est. Et c'est un peu ce qui m'habite, c'est-à-dire une énorme confusion aujourd'hui, qui s'exprime d'ailleurs par la violence inouïe qui est sur cette planète, la violence non seulement de l'homme à l'homme, de l'homme à l'humain, bien sûr du masculin sur le féminin, mais aussi la nature. Alors justement, Pierre, on va projeter une photo de félin. Et c'est une parabole qui t'est chère. Je trouve qu'elle explique extrêmement bien ta pensée. Et souvent, les images les plus simples sont les plus explicites. Parle-nous justement de la parabole du félin. Là, on voit un lion qui tient justement dans sa gueule une antilope. Oui. Parle-nous de cette image. Ben, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire c'est la loi de la jungle. On est tout le temps en train d'amener cette loi de la jungle, Mais en fait, en réfléchissant, je dis la loi de la jungle, mais les humains invoquent la loi de la jungle comme étant évidemment une dérive, la méchanceté, etc., etc. Et à un moment, j'ai dit, bon, ben voilà, la loi de la jungle, le lion mange l'antilope, le pauvre vieux, il faut bien qu'il vive. C'est dommage pour l'antilope, mais peut-être que l'antilope aussi, l'herbe qu'elle mange, l'herbe est peut-être souffrante aussi, j'en sais rien. Mais la seule différence, c'est que le lion mange l'antilope, mais il stocke pas les antilopes, il n'en fait pas commerce. C'est-à-dire qu'il prend simplement ce qui lui est nécessaire dans la vie, mais il ne fait pas commerce d'antilopes. Et une fois qu'il est rassasié, et j'ai vu des images extraordinaires, quand un lion est rassasié, il voit passer les antilopes, il ne saute pas dessus. Il ne va pas tuer inutilement. Voilà. C'est ce que je voulais dire, que avoir toujours référence à la loi de la jungle pour expliquer les travers de l'humain, c'est faux. Alors, restons sur le continent africain. Oui. On ne cesse de nous dire, chiffres à l'appui, et en grande partie de manière tout à fait exacte, que la problématique de la famine dans le monde et de la faim ne cesse de reculer. Pourquoi je parle de l'Afrique? Puisque bien sûr, l'Afrique est particulièrement concernée par ce sujet. Je sais que ce sujet est extrêmement cher et à tes yeux, il illustre, il incarne beaucoup des sujets des thèmes que tu prospectes. Dis-nous un petit peu ce que tu... C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, c'est que l'Afrique, c'est un continent immensément riche. Et contrairement à ce qu'on croit, on croit que ça pullule. En fait, si on prend à proportion la population, même en admettant que les déserts sont des lieux vides, et même dans le désert, il y a des civilisations, il y a des nomades, etc., etc. Donc on voit un continent immensément riche qui meurt de faim. C'est pas dû au manque de ressources, c'est pas vrai du tout. Mais c'est dû au fait que l'organisation mondiale a fait que il y a eu un appauvrissement de tout un monde africain qui a subi, évidemment, il ne faut pas idéaliser l'Afrique ou magnifier l'Afrique. L'Afrique, il y a aussi des laideurs. Vous savez que même l'esclavage, quand on venait chercher des esclaves en Afrique, c'était des Africains qui livraient des Africains. Donc ne mettons pas un clivage comme ça. Mais dans la réalité, quand on mesure et on fait le bilan des ressources par rapport à la population, aucun Africain ne devrait manquer de rien. Et même, je dirais, l'Europe, sans ressources d'Afrique, d'Asie, etc., aurait beaucoup de mal à se promouvoir elle-même. Et encore aujourd'hui, les ressources qu'on va chercher en Afrique, malheureusement, l'Afrique est maintenant sous l'égide
de chefs d'État corrompus. Donc qui accumulent, et même l'Algérie, et même partout, je veux dire. Donc la corruption, en tant qu'une malédiction qui est sur la planète, fait que l'accaparement des ressources qui devraient être équitablement réparties pour que chaque être humain ait ce qui lui est nécessaire pour faire grandir ses enfants et pour se nourrir, sont évidemment soumis à un hold-up légalisé. On a écrit un carnet là-dessus, l'excès de la finance ou le hold-up légalisé. Et à partir du moment où on a de l'argent, c'est-à-dire qu'on peut commettre n'importe quel délit sur le bien commun à partir du moment où on a de l'argent. Monsieur Bolsonaro, je ne sais pas quoi, il décide de détruire la forêt. Derrière tout ça, il y a l'argent, etc. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la grosse problématique de l'organisation du vivre ensemble et de l'humanité, c'est l'équité. Qu'est-ce qui, d'ailleurs, d'après toi, devrait devrait circonscrire le bien commun? Ce qui devrait circonscrire tout, c'est d'abord ce qu'il y a en nous. On parle de manger bio. Bon, on peut manger bio, exploiter son prochain. Je veux dire, c'est pas incompatible du tout. Le problème aujourd'hui, c'est pas de manger bio, c'est pas parce que je mange bio que j'ai un capteur solaire ou une éolienne ou je ne sais quoi que tout va bien. Non, parce que en fait, c'est pas ça qui va, c'est pas les alternatives. Certes, elles sont souhaitables parce qu'elles ont un effet direct sur les phénomènes, l'énergie, sur tout ça, donc elles peuvent modérer et amener quelque chose qui modère un peu notre boulimie énergétique sur le pétrole et autres. Bon. Mais pour autant, c'est pas l'écologie mal comprise, c'est-à-dire l'écologie qui ne prend en compte que l'aspect phénoménologique des choses, c'est pas ça qui va modifier la société. C'est-à-dire c'est évidemment l'intention que l'on met dans les choses. Alors un mot, on le sait, est clé, un mot à la fois pour comprendre, pour saisir les enjeux, pour essayer d'apporter les bonnes solutions au fond de nous-mêmes, et c'est là que le bas blesse, c'est le mot cohérence. Oui. Nous sommes tous au carrefour de ces écartèlements, de ces injonctions paradoxales entre nos vœux et nos actes. Toi-même d'abord, où as-tu puisé cette cohérence, et quelque part, quelle recommandation, j'aime pas le terme, mais comment ta parole pourrait nous aider aussi, nous-mêmes, à être davantage en cohérence? Moi, je ne veux pas donner l'impression que j'ai résolu toutes mes incohérences. J'ai aussi mes incohérences. Je ne suis pas... Bon, j'ai oublié de mettre mon auréole de saint pour ne pas amoindrir les autres, quoi, parce que après, ils se comparent à moi, ils se disent « Oh là là, je suis vraiment... » Non, je suis un être humain avec ce qu'il peut faire. Il a aussi ses incohérences. Et on est obligé on est presque contraint à cette incohérence. Je ne suis pas venu vous voir en chair à bœuf ni en calèche. J'ai bien pris une voiture, j'ai bien pollué, et je fulmine contre tout ça. Et chacun de nous le fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus en calèche, mais enfin bon. Donc nous sommes tous pris, et moi aussi, dans cette incohérence d'une société vaniteuse qui repose sur l'être humain se divinisant. L'être humain s'est divinisé lui-même. Jusque-là, il acceptait quand même qu'il y ait un divin, un dieu, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a toutes les représentations dites spirituelles, dont certaines sont devenues un vrai business d'ailleurs. Il y a un énorme business vers l'Inde, vers tout ça, les gourous, les machins, etc. C'est absolument incroyable. Et donc, le problème aujourd'hui, et la question est de savoir, partant de nous-mêmes et de chacun de nous-mêmes, comment allons-nous construire cette cohérence. Mais cette cohérence, elle se construit et elle est éprouvée par la relation humaine. Et pourquoi sommes-nous si fragiles dans nos couples, etc. Même malgré l'amour que nous voulons mettre aux choses, nous gardons cette fragilité. Et je l'ai comme tout le monde, je veux dire. Mais c'est simplement, on a repéré aujourd'hui, et pour moi le message fondamental et qui est incontournable, c'est ce type Jésus qui a dit aimer. Et qui n'a insisté, il n'a pas dit faites-moi des églises, rien. C'est-à-dire, dans le contexte humain,
exalter le fait que l'amour est une énergie formidable qui est capable de modifier complètement le monde, ça j'y crois profondément. Et il n'y a pas besoin ni de dogme ni de quoi que ce soit. C'est simplement une forme, disons, une réalité, une vérité tellement forte que c'est ça qui manque. Et ça, si ça manque, rien ne changera. Alors, j'aimerais qu'on projette une photo d'une jeune Suédoise de 16 ans que tout le monde connaît maintenant, qui incarne la rébellion de la jeunesse face aux exactions climatiques, environnementales qui sont perpétrées aux quatre coins de la planète. Elle est aujourd'hui portée au nu par certains, aux gémonies par d'autres, jusque dans les pires excès. On l'a vu récemment avec le président de l'association des Amis du Palais de Tokyo, qui a appelé, je le cite, qui a espéré, je le cite, qu'un désaxé l'abatte. À tes yeux, que représente cette jeune femme ? C'est difficile à dire. Bon, on ne peut pas nier que sa conscience l'a incité à faire ce qu'elle fait, qu'elle a convaincu des gens qui ont adhéré à ce qu'elle fait. Bon, elle a fait. Mais moi, ce qui me laisse un petit peu sur mon questionnement, d'accord, elle a essayé de propager le message, très bien. Mais alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a reçu le message, on fait quoi? Si ça reste je comprends parfaitement qu'il y a une conscience de jeunes et que les jeunes aujourd'hui, partout dans le monde, soit ils échappent à la réalité par une multitude de choses, de stratagèmes, soit ils sont face à la réalité et ils sont angoissés par cette réalité. Quand un jeune voit ses propres parents en déficience, pas de boulot, pas etc., la société maintenant, les jeunes sont conscients du fonctionnement de la société par les médias, partout, et même au plan mondial, ils sont au courant de tout ça. Comment ne pas être angoissé de voir une situation dans laquelle la tragédie ne cesse d'augmenter et en même temps, cette tragédie, elle est aujourd'hui réaliste parce que c'est à partir du cœur humain qu'aujourd'hui, on aboutit à la peur les uns des autres, le nationalisme, les religions contradictoires, les idéologies contradictoires font que chacun se replie, affirme sa croyance et veut se protéger de l'autre. Et dès l'école, il faudrait apprendre aux enfants quand même, n'est pas le premier, le dernier, le meilleur, le moins bon, etc. Il y a aussi toute la problématique homme-femme qui est abominable. Je ne vois pas pourquoi le féminin serait subordonné au masculin, puisque ce sont deux éléments qui sont complémentaires. On l'évoquera tout à l'heure. J'aimerais qu'on projette une photo d'un de tes amis, Nicolas Hulot. Il est celui en lequel beaucoup d'espoirs ont été fondés lorsqu'il fut nommé à la tête du ministère de la Transition écologique. Il est celui qui, au final, incarne l'échec, ou on va dire plutôt l'impossibilité de concilier la cause environnementale et la cause macroéconomique. Est-ce que, d'après toi, c'était couru d'avance, cet échec? Ou est-ce que tu as cru que peut-être il allait justement bouger les choses? Honnêtement, je n'ai jamais cru. Je le connais, Nicolas, on a fait un bouquin ensemble, et tout, je veux dire, je le connais, on a travaillé ensemble, etc. Mais la problématique du monde, elle n'est pas simplement aujourd'hui, et je me répète peut-être, dans simplement dire on va mettre des capteurs solaires et tout ira bien. Moi, je pense que je commencerai à croire à ça à partir de l'éducation des enfants, dès qu'ils sont petits. Au lieu de les installer dans l'antagonisme, les installer dans la coopération. Petite fille, petit garçon, égaux. Il n'y a pas la petite fille inférieure au petit garçon. Le rapport à l'éducation devrait comporter du jardinage, c'est-à-dire comment relier l'enfant à la nature et au miracle de la nature. Quand on met une toute petite graine comme ça et qu'on a un plant de tomates qui donne des kilos de tomates, vous imaginez, la magie de la vie est extraordinaire. Or, ils sont de plus en plus mis hors sol, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce rapport à la vie. Ils mangent des tas de choses qui viennent de la terre, mais ils ignorent la terre. C'est ce qui représente. Non seulement ils ignorent la terre, mais ils ne savent pas que la terre est empoisonnée. Donc ils sont dans une forme d'ignorance, mis dans une espèce d'incarcération
mentale selon les critères que le système a définis. Il ne faut pas être hypocrite, on prend les enfants, on les éduque pour que ce soit des adultes utiles au système. On ne leur apprend pas autre chose que d'être les premiers, de sortir des grandes écoles, etc. J'ai rien contre tout ça, mais enfin c'est en fait secondaire par rapport à l'humanisme qui est nécessaire. Mais comment est-ce possible, Pierre, lorsqu'on sait que dans le système éducatif, dès le plus jeune âge, dominent les logiques de compétition, de rivalité, oui, de succès, donc d'échec qui est stigmatisé. Comment faire la révolution? Elle démarre là, quelque part, finalement. Tu vois, son origine, l'humanité traîne la peur. La peur a été extrêmement intégrée dans l'être humain parce qu'il est conscient, il est enfant, il est tout enjoué, etc. Et à un certain moment, il prend conscience qu'il est périssable. Nous sommes périssables. Enfin, ce n'est pas un scoop, hein, je pense que tout le monde le sait. Après, on dit il y a une âme, il n'y a pas une âme. Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, en termes physiques, ce corps, il est périssable. Bon, un jour ou l'autre, ça. Donc, être conscient de ça, ça ne peut pas apaiser. C'est impossible d'être apaisé en sachant qu'un jour... Et en plus, on a rendez-vous, il n'y a aucune dérogation. La mort, il n'y a aucune dérogation. On peut venir avec des milliards, c'est pour ça que c'est idiot d'accumuler des milliards, parce que de toute façon, à la fin, tout le monde passe par la même voie. Donc ça, cette certitude-là est une certitude qui ne peut pas nous rassurer, et du coup, nous devenons chaque jour un peu dans cette terreur, dans cette peur, cette anxiété de la mort nous accompagne en permanence. Voilà. Et c'est mon point de vue. Mais portant cela en nous, ça peut être dans le conscient ou dans l'inconscient, c'est quand même pas très confortable. Voilà. Et j'avais essayé d'imaginer, on vient me dire, Monsieur Rabi, vous allez vivre 600 ans. Je ne sais pas si je serais content, parce qu'en fait, je me demanderais, qu'est-ce qui va... je vais vivre 600 ans, vous vous rendez compte, etc. Eh bien, ce n'est pas forcément rassurant. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Cette transformation de nous-mêmes, et derrière cette transformation du système dans lequel nous vivons, oui, des modèles dans lesquels nous vivons, et notamment capitaliste et libéral. Cette insurrection des consciences à laquelle tu appelles, est-ce qu'elle est possible sans révolution et peut-être sans violence? Et là, je m'adresse à un homme qui est fondamentalement anti-violent. Oui. Penses-tu qu'on peut s'épargner un passage par la violence pour justement mettre en œuvre ce en quoi tu crois? Oui, je ne suis pas gandhien à 100%. J'adhère plutôt à ceux qui amènent l'humanité à son changement et non pas... bien sûr, il y avait une situation conjoncturelle particulière de libérer l'Inde de l'occupant anglais, etc. Bon, ça, c'est des circonstances de type historique. Et je comprends que Gandhi s'est dit, si on y va par les armes, etc., la violence va appeler la violence. C'est pour ça qu'il a dit œil pour œil, dent pour dent, ça fera que des aveugles et des édentés. Donc on ne peut pas être dans ce commerce-là. Mais par contre, il y a une résistance profonde de l'âme de l'être humain qui en fait aura compris que c'est la bienveillance et l'amour qui peut construire une société apaisée. Et quand on voit aujourd'hui le business et la prolifération des armements jusqu'à la bombe atomique qui est susceptible de créer une espèce d'apocalypse artificielle, les Japonais en savent quelque chose déjà, eh bien on se dit, bon voilà, il y a un maillon qui manque chez l'être humain qui fait qu'il se crée un monde invivable où le passage sur cette terre devient une épreuve terrible, terrible, parce que justement le savoir, la connaissance de la finitude est là. Moi j'ai deux magnifiques chiens, et ben, j'ai envie de faire un stage avec eux. Tranquille. Alors ils font leur boulot, quand quelqu'un arrive, bon, et après, la paix absolue. Je me dis, quelle chance ils ont. Alors que nous, on est tourmentés avec un mental qui est à la fois indispensable à notre vie, mais qui est à la fois notre tortionnaire.
Le mental est torsionnaire. Il n'arrête pas de répéter. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et ma question suivante, et on va passer une photo, elle va faire le lien. Sur les murs de ta chambre sont affichés des passages du discours d'un chef amérindien qui s'appelle Seattle et qu'il prononça en 1854. Et dans notre livre, je reproduis l'intégralité justement de ce discours, qu'au final on pourrait résumer ainsi: la terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre. Et je voudrais m'arrêter sur un verbe en particulier qui est le verbe appartenir. Oui. Est-ce de notre appétit, de notre désir de posséder, d'être propriétaire, que nous sommes en premier lieu esclaves? Est-ce que c'est de cela dont il faudrait se désaliéner en priorité? Moi, j'y crois profondément. Je crois profondément que c'est pour ça que je suis allé vers la sobriété heureuse en disant, une fois qu'on a satisfait aux besoins fondamentaux et vitaux qui sont de se nourrir, d'être abrité, de se soigner, etc., ben on a l'indispensable. Une fois qu'on a l'indispensable, ça devrait être, disons, à la satisfaction de l'ensemble du genre humain. Mais j'associe aussi le monde animal, parce que le monde animal, on exerce des exactions sur le monde animal qui sont des exactions injustes. On est des tertionnaires des animaux. On est des gens qui ont traité les animaux sans le respect que méritent ces animaux. Donc on est dans des exactions. Et là, quand il y a exaction contre l'être humain, on intervient. Quand il y a exaction contre les animaux, les pauvres, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont personne, etc. Et ça veut dire que on n'a pas compris que nous sommes dans une communauté de vie et que l'ensemble de cette communauté de vie fait que, effectivement, quand le chef indien Seattle, quand les Américains, enfin, ce qui sont devenus, c'était en fait les migrants européens, en particulier anglo-saxons, qui vont conquérir le territoire avec des génocides. On oublie complètement qu'il y a eu la liquidation quand même de peuples ayant un droit naturel sur leur terre. Et après, d'après l'interprétation que j'ai pu avoir et que j'ai compris, c'est qu'une fois que les lois sont passées et qu'on a concédé aux Indiens, donc aux Peaux-Rouges, des territoires, mais officiels, donc des ayants droit tout à fait dans l'officiel, on se serait aperçu qu'il y avait des richesses sur les territoires concédés. C'est mon interprétation, c'est ce que j'ai pu comprendre. Une fois qu'on a découvert qu'il y avait des richesses sur ces territoires concédés, on s'est dit maintenant on ne peut pas reprendre le fusil, les mettre dehors, la loi ne le permet pas, donc on va leur racheter. Et en leur rachetant, on est dans la légalité, dans une chose complètement normale. Et c'est là que le chef indien a dit, écoutez, vous nous demandez de vous vendre nos terres, or nous considérons que les terres ne nous appartiennent pas, mais c'est nous qui appartenons à la terre. Voilà la réalité. C'est un changement de paradigme total. Et il y a tout le récit que je conseille de lire, et j'ai jamais trouvé un texte aussi spirituel que celui de ce sauvage. Et d'une incroyable simplicité, en fait. Une simplicité, tout est dit, en fait, tout est résumé dans ce... Le retour aux évidences. Dans ce discours. Alors, maintenant, et peut-être que les dirigeants de ce type de groupe feraient peut-être, je ne sais pas, ferait peut-être bien d'entendre ou de lire justement les propos de Seattle. On va projeter une publicité. Alors, ce n'est pas dirigé contre ce groupe-là. Il se trouve qu'en ce moment, ce groupe, qui est le groupe LVMH, qui est un grand groupe de luxe, un immense groupe de luxe que tu connais peut-être ou peut-être pas, et déploie une très importante stratégie de communication pour vanter son comportement éco-responsable. Alors, il n'est pas le seul, hein, mais justement, comme c'est de pleine actualité sur toutes les quatrièmes de couverture de la presse, je voulais le diffuser. Selon toi, comment faut-il l'interpréter? Est-ce que c'est le symbole de ce que l'on peut appeler l'instrumentalisation marketing à son paroxysme, en tous les cas ici, ou est-ce que faut-il avoir l'espoir, quand même, que les entreprises, même les plus emblématiques du capitalisme international, sont désormais davantage des alliés que des adversaires de la cause environnementale et climatique?
Qu'en penses-tu? En toutes circonstances, il faut, en 2002, je me suis présenté aux élections présidentielles, non pas par ma volonté, mais par les gens qui me disaient il faut que tu y ailles parce que tu as des idées à développer. Donc j'ai fait des insomnies, j'y vais pas, etc. Bon, je demandais un peu d'être inspiré pour savoir si j'y vais ou j'y vais pas. Et puis finalement, je lui dis après tout, j'ai été apaisé, pourquoi pas? Je vais y aller. Et donc il fallait passer par les signatures d'élus. Bien sûr, il fallait appliquer le protocole, hein, celui de demander. Je t'assure que je me suis dit, si j'ai 3 signatures par 3 élus en état d'ébriété, ce sera déjà pas mal. Voilà. Je me suis dit, jamais on obtiendra avec notre truc, l'humanisme, respecter la vie, respecter la terre, le féminin au cœur du changement, et toutes ces valeurs qu'on avait mis en route qui n'étaient pas basées sur... c'était destiné plutôt à interpeller le public et non pas à dire... et moi, plus les signatures augmentaient, plus j'étais mis en terreur, parce que je me suis dit, si j'arrive aux 500 signatures, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc mon intention n'était pas du tout de ça, mais plutôt de saisir une opportunité d'un débat national pour dire, posons les problèmes fondamentaux sur l'éducation des enfants, sur toutes ces choses-là. Donc les choses, et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a eu un peu environ 250 rencontres, un peu partout en France, mais qui se sont transformées en forums civiques. C'était pas, si vous votez pour Pierre Rabhi, vous resterez chez vous, on vous enverra votre salaire. C'était pas du tout sur quoi que ce soit de démagogique. C'était simplement réfléchissons ensemble. Et c'est pour ça que ça s'appelait appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Mais l'entreprise peut être, je reprends mon terme, un allié de cette insurrection des consciences, ou ne faut-il pas compter sur elle? L'entreprise au sens très générique du terme. Mais oui. Il y a aujourd'hui des entreprises extraordinaires, d'ailleurs, qui innovent dans ce sens-là. Est-ce que tu y crois, toi? L'entreprise, elle est ce qu'elle est. Il y a des entreprises qui fabriquent des armes. Donc c'est pas en soi l'entreprise. Il faut encore définir ce que veut dire une entreprise. Une entreprise, elle est évidemment, elle vient par la volonté d'un être humain ou de plusieurs êtres humains, peu importe. Donc c'est la volonté humaine qui la met en place. Après, second, entreprise, pourquoi faire? Dans quelle intention? Est-ce que l'intention de l'entreprise est de contribuer à une évolution, à répondre à des besoins essentiels du citoyen d'aujourd'hui pour lui faciliter la vie? Et je suis très content d'avoir chez moi des choses qui sont issues de l'entreprise et qui me facilitent la vie. Voilà. Mais l'entreprise en soi, comme toute chose, quand on monte une entreprise, il faut connaître l'objectif et l'intention. Ça peut partir évidemment de l'ambition de quelqu'un qui veut triompher socialement et qui veut avoir des... En même temps, il peut faire du bien parce qu'il peut embaucher des gens, etc. Donc on peut, disons, beaucoup disserter sur cette question de l'entreprise. Mais on revient toujours à l'intention de celui qui crée et quelle est son intention. Et c'est là où on vérifie, est-ce que l'intention, on peut la mettre du côté positif de l'évolution positive de l'humanité ou le côté négatif, l'évolution négative de l'humanité. Et tout repart de l'individu, de l'intention de l'individu. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de changement de société si l'humain lui-même ne change pas et s'il ne détermine pas en fait son implication sur les bases de comment puis-je participer, même par mon entreprise, à une évolution positive. Et si je reste simplement sur le business, il faut que je vende parce que, etc., à ce moment-là, ça tient à autre chose. Alors, on va projeter une autre photo de 2 de tes amis chers, Monsieur Bolsonaro et Monsieur Trump. Voilà, je pense que tu les apprécies particulièrement. Non, la photo d'avant, merci. Ceci étant, bien sûr, on a 1000 raisons d'admonester leur politique, mais d'abord, ils ne trompent personne. Secondo, ils mettent en œuvre ce qu'ils avaient promis pendant leur campagne. Et surtout, ils sont arrivés au pouvoir par les urnes.
Ça signifie donc que la cause environnementale, climatique, mais au-delà de ça, la cause de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, constitue un formidable défi pour les démocraties. Comment toi-même appréhendes-tu justement ce sujet de la démocratie et de l'intégration de ta cause dans justement celle de la démocratie? Non, si ces des messieurs étaient des dictateurs, en dictature, on ne demande pas l'avis des gens. On s'installe, il y a souvent des cartels militaires qui prennent le pouvoir, etc., et qui s'installent sans demander l'avis de personne, les dictatures. Et ensuite, ils édictent les règles qui sont en général le maintien de leur propre autorité et l'arbitraire qu'ils peuvent instaurer dans leur mode de gestion. Et personne ne moufte. Voilà. Quand on prétend que c'est de la démocratie, eh bien, un homme de la démocratie, on lui demande de faire un choix libre, très libre, et il y a l'exposé de l'un par rapport à l'autre, et dans ces exposés, évidemment, on liste en quelque sorte les avantages qui sont promis aux citoyens dès lors que la personne qui se présente est mise au pouvoir. Ce qui est toujours trahi d'ailleurs, je n'ai jamais appliqué. Bon. Donc à ce moment-là, la démocratie consiste à dire à chacun, tu es libre de ton choix, et étant libre de ton choix, tu vas mettre quelqu'un en responsabilité. Mais ce quelqu'un en responsabilité, il ne faut pas après dire il est comme ci, il est comme ça, on n'en veut pas, etc. Puisque tu l'as. De toute façon, ça fonctionne toujours sur, d'un côté, des opinions qui ont des opposés. Donc là, on est dans une démocratie qui est de plus en plus relative, d'autant plus que la démocratie, elle n'est pas fondée tellement sur comment instruire le citoyen et un citoyen éclairé, mais un citoyen manipulé, comme le fait la publicité d'ailleurs. Moi, je n'ai pas besoin de voir une femme à poil pour acheter une tronçonneuse, je ne vois vraiment pas. D'abord parce que c'est au détriment de la femme à poil, la pauvre est obligée d'exposer ses charmes pour que je puisse acheter. Je peux parfaitement acheter une tronçonneuse sans les charmes de la femme. Bon. Donc tout ça fait partie de toutes ces manipulations qui sont obscurantistes et qui sont laides. Il y a une laideur dans tout ça qui est formidable. La beauté, pardonne-moi, la beauté est un terme auquel tu es extrêmement sensible. Pas l'esthétisme, hein, mais la beauté. Oui, ce que j'entends par beauté, c'est pas simplement la vision esthétique, c'est aussi la beauté de l'âme, c'est aussi la beauté du cœur, c'est aussi la générosité. Tout ça, c'est beau, c'est magnifique tout ça. Parce qu'on peut être un artiste formidable et finalement être un tortionnaire ou je ne sais quoi. C'est pas parce qu'on a fait un beau tableau qu'on est beau. C'est pas. J'ai été ami avec un homme qui était non seulement un musicien exceptionnel, reconnu par tous, miraculeux d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'Yehudi Menuhin. On était très proches avec Yehudi Menuhin. Lui, c'est un peu une énigme. Quand à 8 ans, on est capable de jouer des choses que d'autres, il faudrait 20 ans de boulot pour y arriver à peine, se pose la question. C'est comme Mozart. Mozart, quand il a créé. Et puis, quand M. Köchel a voulu faire l'inventaire de tout ce qu'il avait créé, on a imaginé qu'il fallait, je ne sais pas combien d'années pour y arriver. Comment expliquer ça? Il est mort jeune et il a créé. Menuhin, c'était la beauté de la main, la beauté de l'âme, la beauté du son, la générosité humaine, tout. L'écolo inconditionnel. Je vois qu'il en plus de cette qualité esthétique, disons, de la musique, et la musique ressentie, parce que tout le monde reconnaissait que c'était quelqu'un qui était ressenti, ça dans le sens réel du transmetteur. C'est-à-dire qu'il ne partait pas de lui, il était lui-même, il jouait d'un instrument, et lui-même était instrument de quelque chose. Il était au-delà de sa personne. Et quand on l'a fréquenté, comme j'ai eu le privilège de le faire, eh bien on découvre au-delà de l'artiste exceptionnel, miraculeux, incompréhensible, quelque chose d'extrêmement beau et bon à la fin. Et là, on accède à l'être humain dans sa réalité la plus profonde. C'est pas les fioritures autour de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui,
de plus en plus, nous sommes interpellés et appelés à être des êtres de bonté, des êtres de bienveillance, des êtres de respect. L'écologie, ça doit être justement notre éveil à la beauté de la vie que nous sommes en train de détruire, etc. Moi, l'écologie, ce n'est pas une écologie politique, du tout, du tout. C'est une écologie de la conscience. Et je plaide pour que les enfants soient éduqués dès tout petit. Regarde comme c'est beau. Tu vois, tu es en train de manger une chose, eh ben, on va te montrer combien elle va. Que les écoles, il y a un jardin, comme je me répète peut-être, pour comprendre le miracle de la vie. Tu vois, tu mets une petite graine comme ça et tu as des kilos. Tout ça vient. Je suis sûr qu'Anne-Sophie Pic, qui nous succédera après, saura rebondir justement sur cette image. Et cette image, c'est celle de la main. Oui. On parle de Menuhin, on parle d'Anne-Sophie, c'est la main. Oui. Tu es agriculteur, tu connais mieux que personne les trésors de la main. Or, aujourd'hui, cette main semble réduite à exécuter, à actionner des boutons sur des claviers. On en perd peu à peu l'usage utile, l'usage vivant, créateur, nourricier, et donc l'usage vital. Ce dépérissement symbolise-t-il à tes yeux l'irresponsabilité ou la dangerosité de ces progrès technologiques en lesquels on concentre aujourd'hui la quasi-intégralité de notre attention et de nos moyens? La maladresse, c'est terrible. C'est-à-dire que la main, jamais l'être humain, compte tenu de sa fragilité, n'aurait traversé les siècles, malgré sa fragilité, sans le cerveau et sans la main. Jamais. Or, aujourd'hui, alors l'habileté manuelle faisait partie un peu de ce qu'on pourrait appeler les performances que peut avoir un être humain à fabriquer des choses complexes, etc. Dans l'alliance cerveau et main, ça a fonctionné tout le temps comme ça. Voilà. On arrive aujourd'hui, c'est une ère différente, c'est une ère de la télécommunication, des écrans, etc. La virtualité. Le monde est traduit en termes virtuels de plus en plus. Et un exemple qui me revient, que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, j'ai pris le train Paris, gare de Lyon, Montélimar, ma gare de destination. Je rentre dans un train, personne ne se parlait. Pourquoi? Parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication. Ouais. Parce qu'ils étaient équipés d'instruments de communication, ils ne communiquaient pas. Alors vous regardiez tout le monde, moi j'étais un peu désespéré parce qu'avant on s'asseyait à côté de quelqu'un, d'où tu viens, qui tu es, tu veux un bout de saucisson, voilà. Mais dans ce temps qui nous était en quelque sorte donné à nous rencontrer, on ne pouvait pas se rencontrer parce qu'il y avait des instruments de communication, vous voyez la contradiction. Alors c'était vraiment une chapelle, personne ne se parlait. Et moi j'étais là tout seul à regarder. Bon. En plus je suis monté dans un train où il y avait deux gros mastodontes, chacun de son côté, et le pauvre petit Rabbi avec 50 kilos au milieu de ces mastodontes. Puisque je ne pouvais pas parler, je réfléchissais. Et je me dis, il faut que je propose absolument que le billet de train soit payé au poids et non pas à la personne. Parce que on passe sur la bascule, c'est tant le kilo. Et moi, je me sentais vraiment frustré à payer pareil que ces deux mastodontes à côté de moi. Voilà. Et comme ça, on a une vision, si vous voulez, qui est tellement une capacité à normaliser même l'anormal. C'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire à valider ce qui est anormal et à le transformer comme une vérité. C'est-à-dire qu'on prend l'erreur et on en fait une vérité. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, on justifie tout. On vous envoie tuer votre ennemi, vous allez le tuer. Voilà. Mais une personne tue une personne, elle est criminelle. Mais si on a bien tué, on est décoré. Mais où est-ce que nous sommes? Mais qu'est-ce que c'est que cette humanité? Voilà. Alors, tu parles d'humanité, on va projeter la photo d'un homme qui était fondamentalement humaniste, hein. C'était Albert Jacquard. Et pourquoi je souhaite qu'on projette la photo d'Albert Jacquard? Parce que de manière presque systématique, dans la bouche de tes détracteurs ou de ceux qui comprennent ton combat mais le jugent perdu d'avance, revient le terme d'utopie. Et je me souviens d'un échange que j'avais avec Albert Jacquard qui me disait « On ne peut pas concevoir l'avenir sans envisager l'utopie, mais une utopie raisonnable, même raisonnée. Celle qui autorise, disait-il, la lucidité, l'espérance, la capacité d'imaginer, de se dépasser, de donner du sens à ce que l'on entreprend,
ou invente. Ta propre utopie, Pierre, qu'a-t-elle de raisonnable et peut-être même de raisonné? Elle est totalement irraisonnable par rapport, disons, à ce qui est établi par la société. Elle est avoir décidé de retourner à la Terre alors en pleine, comment dire, 30 glorieuses, où la machine économique fonctionnait à plein rendement, on perdait un boulot, on le trouvait un lendemain, il y avait, je ne sais pas, quelque chose comme 1 ou 1,5% de chômeurs, mais de chômeurs rotatifs, c'est-à-dire que quand on prenait la photographie des chômeurs, on prenait aussi des personnes qui le lendemain vont trouver un boulot. Donc on n'était pas dans des statistiques réellement réalistes. Et quand là-dedans on dit mais tout va bien, seulement le tout va bien, ce qu'on oublie c'est que le tout va bien fonctionne parce que il y a pillage, je me répète, des ressources d'autres pays pour arriver à établir une société dans laquelle l'Europe, mettons, mais je ne parle pas en tant qu'Africain, je parle simplement en tant qu'être humain, l'Europe n'a pas de pétrole, très peu de ressources, il y a des ressources minières, mais enfin, mais ce dont elle dispose, l'Europe, ça a été une connaissance moderne nouvelle qu'il a instaurée sur la planète. À côté de cette connaissance moderne, évidemment, il y a le positif et le négatif. Pendant ce temps-là, les peuples dits attardés, non évolués, ils étaient encore dans le schéma classique de leur organisation séculaire. Donc la modernité arrive et la modernité prétend, d'abord il y a je dirais qu'elle est basée beaucoup sur une transformation du temps-espace. Disons que quand on est passé du cheval animal au cheval vapeur, on a instauré quelque chose qui modifie le temps, la perception du temps, à tel point qu'aujourd'hui, on voit des gens dans des avions qui vont je ne sais pas combien, ils regardent leur montre en disant « je vais être en retard ». Mais ils ne conçoivent plus du tout voilà, et que le temps, auparavant, le temps humain, il était indexé sur ma capacité de translation, enfin de ma marche, de mon déplacement avec mes jambes. On évalue le déplacement humain d'un homme qui marche d'un bon pas à 6 km/h. Pareil, enfin, je dis ça à vérifier peut-être. On prend le cheval, il améliore énormément, bateau à voile, etc. Et puis, quand est arrivé le cheval vapeur, le cheval vapeur a modifié complètement et le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'il a tout accéléré, une donnée qui est originelle. Puis les origines connues, l'être humain n'avait que ses jambes pour se déplacer. Tout d'un coup, on arrive à une société où on se déplace plus vite, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'on crée en même temps? Si on avait été raisonnable, on dirait chouette, mais on crée la frénésie. C'est-à-dire la frénésie où le temps, il y a un imbécile qui dit le temps c'est de l'argent. Et donc à partir du moment où on considère que le temps c'est de l'argent, à ce moment-là, l'être humain est pris dans un autre paradigme qui est celui, surtout, ne pas perdre de temps. Voilà. Et ça donne donc cette frénésie dans laquelle l'angoisse de perdre du temps, il ne faut surtout pas perdre du temps. Et quand on voit ces sportifs dans les stades gagner quitte à faire exploser leur cœur pour un dixième de seconde, je trouve ça quand même un peu spécial. Alors, c'est une frénésie, et c'est une frénésie notamment de performance, de perfection. Nous souffrons certainement d'être incapables de reconnaître, de considérer et même d'accueillir les aspérités, les altérités, la sensibilité que l'on trouve en fait au cœur de la fragilité. Est-ce que ce dont nous souffrons en priorité aujourd'hui, c'est de ne pas savoir justement considérer les trésors de la fragilité? Bien sûr, on refuse cette fragilité. Moi, pourquoi je garde mon rapport à mon jardin? Parce que je ne peux pas semer aujourd'hui et récolter demain. Donc ça m'enseigne la patience, ça me remet dans les cycles réels de la vie, comme la maturation de chacun de nous au sein de notre mère, c'est 9 mois, etc. Et tout a été en quelque sorte cadencé
et mis dans des normes qui sont les normes, quand on les voit, elles sont reliées à l'ensemble du mouvement, y compris des étoiles, y compris de la Lune, y compris la Lune est impliquée, le Soleil est impliqué, tout ça est impliqué dans la notion de temps, voilà, entre le printemps, etc. Et on a fait voler tout ça en éclats parce que time is money. Et comme le temps, c'est de l'argent, l'individu a renoncé, et en plus il y a eu migration considérable vers les villes et donc concentration hors sol d'un nombre considérable d'êtres humains qui étaient auparavant répartis dans l'espace naturel. Et dans l'espace naturel, ils étaient régulés en quelque sorte par la réalité naturelle. Voilà. Et donc, à partir de là, on rentre évidemment dans cette frénésie du temps argent. Et du coup, je raconte quelquefois une petite anecdote du pêcheur. Je ne sais pas si tu la connais. Enfin bon, il y a un pêcheur qui est là, il fait sécher ses filets, il est là tranquille, etc. Passe un homme sérieux, un homme très sérieux, qui regarde le pêcheur, qui regarde la barque du pêcheur, et il dit au pêcheur, monsieur, la barque, là, elle est à vous? Oui, elle est à moi. Oh, mais elle est petite. Est-ce qu'elle est? Vous pourriez en avoir une plus grande. Et après? Après, forcément, vous allez pêcher plus de poissons. Et après? Vous allez pêcher tellement de poissons que vous allez pouvoir vous acheter un petit bateau. Et après? Vous achèterez un plus grand bateau avec... vous allez même embaucher du personnel. Et après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, on arrive au terme de cet échange. On aura peut-être le temps de prendre 2 questions, mais grand maximum, à condition, pardonnez-moi, que vous puissiez poser une question très courte. C'est important lorsqu'on échange comme ça avec la salle. Mais j'aimerais que tu t'adresses à cette assemblée qui est largement composée d'étudiants, de jeunes. On le sait tous, cette jeunesse n'hésite plus à rompre les digues du conformisme et du confort pour exaucer sa quête de sens, son besoin de sens. Elle possède de quoi mener à bien cette fameuse insurrection des consciences à laquelle tu fais référence. Elle peut réenchanter la terre mère, nourricière, matrice, la terre si chère à Edgar Morin quand il l'appelle terre patrie et terre fraternité. Mais elle est aussi prisonnière, comme nous tous, des dictatures marchandes, consuméristes, ultra-technologiques, instantanées, individualistes, par la faute desquelles notre intérêt personnel, notre intérêt immédiat prime sur l'intérêt des autres et sur l'intérêt des générations qui nous suivront. On l'a évoqué pendant 1 heure, mais si tu avais un message, une parole à partager avec cette jeunesse, quelle serait-elle? Il faut d'abord que je fasse une petite explication. La jeunesse d'aujourd'hui arrive au sein d'une société en échec. C'était la vérité. Comment cet échec, les symptômes de cet échec, chômage, exclusion, monde compliqué, etc. Donc elle arrive au sein même dans un contexte qui est un contexte très, très difficile et chaotique. C'est-à-dire on est aujourd'hui dans un véritable chaos. Comment dans ce chaos retrouver le juste chemin? Comment retrouver ce juste chemin? C'est pas si facile que ça. Mais je dirais qu'il faut, pour cette jeunesse, il faudrait qu'elle intègre le fait que l'être est plus important. L'être est important. Il faut de l'avoir pour pouvoir être, mais il ne faut pas que l'avoir outrepasse l'être. Il ne faut pas que l'être soit sacrifié à l'avoir. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de jeunes, moi j'en rencontre beaucoup, ils disent certes, moi je veux bien faire des études, etc., mais je ne veux quand même pas, comme mon père, il a passé sa vie dans une carrière, d'ailleurs j'explique ça par l'incarcération du système, de la maternelle à l'université, on est enfermé, ensuite on travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, même pour s'amuser on va en boîte, on y va évidemment dans sa caisse, et on a la boîte où on met les vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc si ça c'est un itinéraire de vie, moi je dis non, c'est pas un itinéraire de vie. Pendant ce temps-là, la vie nous offre des couchers de soleil, des levées de soleil, il nous offre des splendeurs et on n'est pas là pour le... Alors ça se traduit en 11 mois de coma et 1 mois de réanimation. Voilà. Et c'est pas ça, vivre. Voilà.
Alors, je pense qu'il faut réformer les choses pour que l'être soit mieux servi que l'avoir. Et les jeunes, aujourd'hui, je peux en témoigner combien sont dépités dans le système parce qu'ils disent, moi, je voudrais bien continuer ma propre existence, mais je suis témoin de telles défaillances que je ne sais pas comment faire pour organiser mon futur, sur quelle base j'organise mon futur. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus, moi, ils me touchent énormément, vraiment énormément, et j'en rencontre beaucoup, et on échange, et ils sont en quête, quelle solution. C'est vrai que je ne me présente pas comme porteur de solutions, mais le témoignage que je peux dire, vous savez, ce que je vous dis, je l'ai réalisé avec une femme merveilleuse qui m'accompagne depuis 55 ans. Elle avait plus ou moins de chance de rencontrer un type comme moi, mais enfin c'est comme ça, c'est le destin. Et nous avons tenté, et j'associe le féminin qui représente ma compagne, c'est pas que du masculin. Notre chance a été, travaillant à Paris, de nous rencontrer et de décider d'un retour à la Terre. Ce retour à la Terre s'est fait évidemment avec toutes les péripéties les plus compliquées parfois, parce qu'on est en pleine Trente Glorieuses où les gens partent vers les villes et les campagnes se désertifient, et nous on fait le contraire. Donc il fallait un certain courage pour maintenir tout ça. Et du coup, ben voilà, quand je dis quelque chose, je le dis pas comme une théorie de plus ou un bouquin à rajouter à la bibliothèque de la maison, mais dire ce témoignage. C'est pour ça que j'ai écrit du Sahara aux Cévennes en disant voilà l'itinéraire d'un type, donc il est ce qu'il est, avec son destin jusqu'à un retour à la Terre. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a pléthore de considérations, d'analyses, de thèses et de machins, etc. Sauf que l'incarnation est extrêmement limitée. Quand on dit aux gens, mais vous savez, il y a les 3/4 des semences qui ont disparu, c'est grave, extrêmement grave. Mais cette gravité, ils ne peuvent pas la mesurer. Et donc, il y a toute cette sphère, informelle, virtuelle, qui en plus est encore plus virtualisée par les écrans. Donc, il y a un décollage de plus en plus de la réalité tangible. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes, je leur dis, mais si vous voulez vraiment rentrer en initiation, reconnectez-vous à la réalité et ne restez pas simplement sur des concepts. Et à partir de ce moment-là, quand on fait un jardin, c'est pas seulement faire des légumes, c'est aussi une manière de se reconnecter à cette réalité dont nous sommes constitués aussi. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans l'initiation au tangible, parce qu'aujourd'hui, la lévitation mentale, elle est énorme, et s'il arrive un sale coup, les jeunes n'ont pas l'aptitude pour y faire face. Merci Pierre. Est-ce qu'on peut prendre, Steven, 2 questions, 2 maximum? Monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, merci de votre présence, Pierre Rabhi. Alors, une question, c'est très simple. Vous avez évoqué, à propos du mental, le mot tortionnaire. Le mot tortionnaire, oui. Tortionnaire, voilà. Et je voulais simplement vous demander ce que vous pensez de ce qui se développe de plus en plus en France, avec des personnes comme Christophe André, comme Mathieu Ricard, avec la méditation en pleine conscience. La méditation en pleine conscience. Oui. C'est ça, hein? Oui, Voilà. en fait, qu'est-ce que vous, par rapport à ce qui se développe de plus en plus, notamment avec Christophe André, Mathieu Ricard et d'autres personnes importantes, de oui. la non, méditation c'est une très bonne question, cette question. En pleine conscience. Mais il faut d'abord définir ce qu'est la méditation. Méditer, c'est s'accroupir et... Non, pour moi, la méditation, elle est active. Elle n'est pas simplement je me mets une posture et puis je m'écoute. La méditation, moi, je suis en train de méditer en étant avec vous. Le dialogue, c'est une méditation. Regarder des plantes, c'est de la méditation. C'est-à-dire qu'on a restreint la méditation à une posture particulière dans laquelle on serait plus en introspection, mais donc déconnecté du réel. Moi, je ne me vois pas méditer en me déconnectant du réel.
Sauf si je fais de la poésie ou des choses comme ça. Quand j'écris, j'ai l'impression d'une espèce d'inspiration qui vient d'autre chose. Mais méditer, pour moi, c'est être dans la réalité et méditer à partir de cette réalité. Parce que la réalité nous envoie des messages extrêmement importants, cette réalité. Donc malheureusement, on ne médite plus assez sur comment nous cultivons la terre, comment nous traitons les animaux, il faut méditer sur toutes ces choses-là. Si ce n'est qu'une espèce de retrait thérapeutique qui nous ressente sur nous-mêmes, moi j'ai rien contre non plus. Mais pour moi, c'est pas ça méditer. Méditer, c'est au contraire être dans la réalité telle qu'elle est et recevoir le message de cette réalité. C'est une communion, comme un petit peu finalement ce que nous partageons. Une communion, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec n'importe quoi, c'est ça. Mais le fait d'une posture particulière, de ce recentrage, moi je l'ai jamais appliqué. Moi j'appellerais ça une espèce de détente, mais pas méditation. C'est une sorte de... Je me détends, mais je ne médite pas dans la réalité. Parce qu'autrement, je suis dans mon microcosme intérieur, c'est-à-dire dans la sphère psychique qui est la mienne, et dans cette sphère psychique, j'essaye d'amener des éléments qui seraient initiatiques, qui nous ouvriraient avec ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois vraiment à la méditation active, chaque fois regarder les choses. C'est comme l'art. L'art a été complètement pris en otage par la peinture, la musique. Non, c'est pas que ça, l'art. L'art, il est partout. Il est dans les arbres, il est en tout. Et cette spécialisation d'une chose qui devrait être complètement intégrée dans notre vie, de voir la beauté du monde, de voir la beauté d'un coucher de soleil. D'ailleurs, je finis toujours avec une petite anecdote, si tu me permets. Cette anecdote dit, un jour, j'étais... donc nous sommes sur notre lieu de vie, qu'on vient d'acquérir, on l'a emprunté pour l'acheter. Grand quiproquo au moment où on a choisi notre lieu. Je devais passer par un emprunt du Crédit Agricole puisqu'on n'avait pas le moindre centime. Alors j'apprends un peu le métier et je vais me présenter au Crédit Agricole pour avoir un emprunt pour acheter le lieu qu'on avait trouvé. Alors du coup, il faut monter un dossier, puisque maintenant je peux justifier d'une certaine qualification, etc. Et puis au moment où le préposé du Crédit Agricole me dit « Vous avez trouvé un lieu ?» « Oui, on a trouvé un lieu. » Alors décrivez-le. J'espère qu'il y a de l'électricité. Ah non, il n'y a pas d'électricité. Eau courante? Non, pas d'eau courante. Il n'y a que des puits, etc. Et la terre bonne, hein, non, c'est plein de cailloux. Et le préposé me dit, écoutez, monsieur Rabi, vous êtes honnête dans vos réponses, mais moi, je ne peux pas vous aider à vous suicider. Parce que sur ce lieu-là, sans eau, etc., vous n'y arriverez jamais. Alors comment dire à l'agent du Crédit Agricole, nous avons choisi ce lieu parce qu'il est beau. Et quand vous voyez 17 clochers, vous êtes dans le silence, que vous levez la tête la nuit, que vous ayez les étoiles, que vous avez... Mais ça, il n'y a aucun milliardaire ne peut se payer ça. Moi, je me le paye, voilà. Et donc, alors il disait, mais votre cas est quand même particulier, nous, on ne veut pas vous aider. Alors il y a un sénateur qui est intervenu en disant, il vous demande si peu, parce que le lieu qu'on a choisi, c'est pas de valeur marchande, il demande si peu que même s'il se casse la figure, vous n'allez pas déposer le bilan, vous reprenez les traits. Et c'est comme ça que nous sommes installés dans un lieu d'apparence irrationnelle, mais en même temps, c'est un lieu de luxe. Voilà. Deuxième élément, c'est que ce que nous possédons ferait le désespoir du cambrioleur. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il y a de la valeur. C'est un choix spontané, c'est-à-dire aller vers simplicité, ne pas se laisser embobiner par un mental justement qui vous dit plus, et arriver à cela. Donc ce que j'appelle l'art, qu'on consigne simplement chez les artistes, etc., non, l'art n'est pas une question de tableau, de musique ou autre, l'art est une question même. Et je vois des
des villages construits avec des pierres magnifiques, et tout ça, c'est de l'art. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a restreint la notion d'art, alors qu'il y a des maisons splendides faites en pierre, etc., à simplement, pourquoi? Parce que dans l'art tel qu'il est conçu aujourd'hui, il y a spéculation. La spéculation, l'argent a pris le pouvoir et on donne des valeurs à des choses qui, en fait, alors moi, j'ai aucune envie d'avoir un tableau de maître qui vous coûterait la peau des fesses. D'ailleurs, je ne pourrais pas le payer, mais enfin, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je me demande, mais comment est-ce que nous avons été si manipulés que finalement, on nous crée les certitudes et on crée les normes. On crée les normes qu'on n'a plus qu'à adopter pour être pris au piège, encore une fois, de l'argent. C'est une bonne question. Ce serait même un cas d'école pour les étudiants qui nous écoutent. L'heure a tourné malheureusement très vite, mon cher Pierre. Infiniment merci à toi pour ce dialogue. Et merci à vous tous. Merci bien.